Bonjour à toutes, je pense majoritairement, et tous, et c'est bien qu'il y ait des tous, dans une assemblée comme celle-ci, parce qu'on sait que souvent on est en face de femmes qui travaillent dans ce qu'elles connaissent comme femmes, dans leur vie privée et par ailleurs dans leur vie professionnelle. Voilà, je suis très contente de venir intervenir parmi vous parce que je pense que vous, comme d'autres acteurs de la société, vous faites partie des chaînons indispensables, des maillons de possibles, des ressources qui permettent à des enfants, à des familles, de pouvoir prendre pied dans la société et d'espérer pouvoir prendre pied mieux encore que ce que ces enfants et ces familles connaissent peut-être avant de vous rencontrer sur le terrain professionnel. Je suis doublement contente de venir ici parce que je pense qu'on est dans une société qui n'accorde pas l'importance et la confiance qu'il faut à toutes les personnes qui exercent un métier à destination de la petite enfance, de l'enfance et des familles. On est encore dans une société où, si vous voyez à la télévision, si vous entendez à la radio des publicités pour des professions, des études à faire, etc., soit aujourd'hui ça va être très très fort de la promotion dans le champ des nouveaux métiers, des métiers de la haute technologie, etc., ou bien dans le champ des métiers en pénurie, où on va parler, et tant mieux, d'une revalorisation de certains métiers à caractère plus manuel, etc. Mais moi j'ai pas vu souvent de publicité à la télévision, à la radio, etc., en disant, vous savez, devenir instituteur ou institutrice maternelle, c'est super. Se former aux métiers qui vous permettront de travailler de façon positive, constructive et importante dans des crèches, dans des haltes accueil, dans des garderies pour enfants, dans des plaines de vacances, etc. C'est super. On n'entend pas souvent ça. Je ne sais pas si on l'a jamais entendu. On entend évidemment des clips liés à des institutions qui valorisent la petite enfance. On peut voir quelque chose qui va être fait par l'ONE, des choses comme ça. Mais dans des messages généraux sociétaux, on ne l'entend pas. Or, on est probablement à une époque où on l'a toujours été, mais c'est peut-être encore plus nécessaire aujourd'hui parce qu'il faut retrouver du sens et des valeurs dans l'existence aujourd'hui, à un moment où ces métiers, ces fonctions, ces rôles sont déterminants, sont cruciaux et sont très très importants, donc il faut les défendre. Voilà, c'est sous cet angle-là, en tout cas, que moi je vais vous rencontrer aujourd'hui. C'est pas du tout sous l'angle de me dire oh là là, voilà sûrement tous des professionnels qui ne s'intéressent pas aux conditions d'existence des familles, qui ne soupçonnent pas ce que c'est d'être dans le trop peu pour vivre ou boucler la fin du mois, qui ne s'intéressent pas à ça. Je suis certaine que c'est pas le cas. Je suis convaincue que forcément vous y êtes confrontés par votre vie professionnelle, mais aussi peut-être par votre vie professionnelle en rencontrant des enfants et des familles qui vous fréquentent, mais aussi peut-être par vos propres réalités, parce qu'on ne peut pas dire en plus que vous soyez dans des métiers où il y a une volonté politique de vous mettre dans des conditions de travail gratifiantes, apaisantes, stabilisées. Je pense que ça, c'est encore un combat et quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai entendu les dernières recommandations, etc., dites avec passion, qui montrent bien qu'il y a encore du combat à mener. Voilà, donc c'est à l'intérieur de ça que je plante le décor de ce que je veux partager avec vous. Alors, c'est vrai, moi je travaille au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Peut-être en très très peu de mots vous expliquer ce que c'est. C'est un réseau qui rassemble des associations de terrain qui se disent que si des familles, si des enfants, si des jeunes connaissent la pauvreté, il y a peut-être des causes qui ne dépendent pas d'eux nécessairement, qui ne dépendent pas nécessairement de ces familles, auxquelles il faut s'attaquer et qui génèrent la pauvreté. Et la deuxième chose, c'est que dans ce réseau, on se dit que c'est inutile qu'on réfléchisse à comment essayer de s'attaquer à ces causes qui génèrent la pauvreté, si on ne le fait pas aussi, je n'ai pas dit uniquement, mais si on ne le fait pas aussi en réfléchissant avec les personnes qui sont concernées par cette pauvreté. Donc le gros de la dynamique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est de rassembler des personnes qui
connaissent très fortement les phénomènes d'exclusion, de pauvreté financière, de confrontation aux institutions, de perte de repères, de perte totale de confiance en elles, d'impression d'être un peu des déchets de la société, des rebuts, des encombrants. C'est des mots durs, hein, mais c'est des termes qui sont parfois utilisés par les gens en nous disant « mais moi je me sens comme un encombrant aujourd'hui ». Je ne suis par exemple plus capable de travailler, on estime qu'à mon âge, je ne suis plus intéressant sur le marché de l'emploi, j'ai difficile de boucler la fin du mois et tout ça, j'ai l'impression d'être un gros encombrant. J'ai l'impression d'être un inutile ou une inutile, quelqu'un qui ne compte plus, quelqu'un qui aurait l'air de puiser dans les caisses de l'État parce que je passe par le chômage ou par la maladie ou parce que je dois aller demander de l'aide au CPS. J'ai pas envie d'aller demander de l'aide au CPS, aller pousser cette porte-là. J'ai l'impression que tout le monde va me voir, que je vais devoir expliquer des choses de ma vie de façon beaucoup plus importante que ce que je ne voudrais dire, que je vais devoir peut-être me déshabiller un peu ma vie comme ça pour expliquer pourquoi je suis en difficulté. Donc voilà, ce sont ces personnes-là qui se réunissent et qui, en fait, ensemble se disent mais on n'a pas envie de rester passif en face de ça et on veut réfléchir à comment s'attaquer à ce qui nous arrive, le pourquoi ça nous arrive et quelles en sont les causes. Voilà, c'est à partir de cet endroit-là que je vous parle. Donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fruit de ces rencontres-là avec les gens. Et donc j'en fais un peu le porte-parole et puis j'essaye d'organiser un peu la manière de le dire. À partir de ce qui nous est partagé par ces personnes. Et donc je vais essayer d'abord de vous dire un peu, puisque c'est ça l'idée, c'est qu'est-ce que c'est la pauvreté aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est cette situation de vivre dans le trop-peu que connaissent beaucoup de monde. Et je vais peut-être commencer par vous le dire en vous disant beaucoup de monde, c'est vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Malheureusement, on doit souhaiter qu'une société, ça ne soit pas comme ça, mais aujourd'hui c'est vraiment beaucoup de monde. Aujourd'hui, on se dit que si on regarde la pauvreté par les chiffres, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, hein, ça va être très très peu, rassurez-vous, c'est pas trop mon truc. Mais si on regarde en Wallonie, si on accumule tous les éléments étudiés pour mesurer la pauvreté aujourd'hui, on peut se dire qu'on a un bon 26% des ménages, vous imaginez un quart des ménages, qui connaissent la précarité, la pauvreté, voire la grande pauvreté. Donc un quart de la population, prenez la salle ici, et un quart, je n'ai pas dit qu'un quart l'était ici, mais en chiffres, ça représente ça. Si vous allez sur Bruxelles, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Là, on parle aujourd'hui, en agglutinant tous les éléments qui étudient la pauvreté, au moins 40%. Au moins 40%. Alors, qu'est-ce qu'on met là derrière, parce que pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne, dans certaines circonstances, elle va se sentir en situation de pauvreté, une autre personne, avec les mêmes ressources, ne vivra pas cette réalité de la même façon. Il y a plusieurs éléments qui sont étudiés pour mesurer cette pauvreté. D'abord, il y a l'élément, qu'est-ce qu'on a dans son portefeuille pour vivre tous les mois ? Quelle est la somme d'argent qui va permettre de boucler le mois ? D'arriver à s'en tirer, d'arriver à payer le loyer, faire ses courses, payer l'énergie, payer des trucs à l'école, éventuellement aller chez le dentiste, aller chercher un médicament, payer la cotisation mutualiste, l'assurance incendie une fois par an, si on a une voiture, voilà, les frais de voiture, etc., etc. Donc, quelle est la somme d'argent qu'on a en poche ? Il y a une mesure qui dit qu'aujourd'hui, on considère que les gens sont en situation de pauvreté quand ils vivent tout seuls, s'ils ont une somme mensuelle de un peu plus de 1100 € par mois. Donc une personne qui vit tout seul. On considère qu'avec 1100 € par mois dans notre société, chez nous aujourd'hui, c'est ras pour arriver à boucler les fins de mois et à ne pas être en difficulté. Et vous le savez, vous gérez probablement pour beaucoup d'entre vous, soit de votre vie seule, mais soit un ménage aussi. Boucler le mois, idéalement, ça devrait être de pouvoir payer tout ce dont il y a besoin dans le mois, et puis essayer de mettre encore un petit peu de côté, parce qu'il y aura des imprévus. Il y aura une facture qui arrivera à un moment donné pour payer les immondices de la commune. Il y aura une facture qui arrivera à un moment donné
pour l'assurance incendie de la maison, par exemple, il y aura à remplir une cuve à mazout à un moment donné, voilà. Mais il y aura peut-être aussi qu'aujourd'hui, je ne porte pas de lunettes, demain, je dois en porter. Et donc, il y aura 200-300 euros au bas mot, en ayant des verres tout simples et des montures qui ne coûtent pas cher, à trouver. Donc, quand on dit boucler le mois, c'est boucler le mois et en principe, essayer de mettre un peu de côté. Et dans ce mettre un peu de côté, c'est pas encore mettre un peu de côté pour se faire un petit plaisir, là, ce dont je parle. C'est mettre un peu de côté pour déjà être tout juste à boucler l'année, alors. Tout ce qu'on doit payer dans une année pour arriver à vivre. Donc on n'en est pas encore à se dire, et dans des sommes comme ça, il y a aussi ce qui pourrait faire du bien, ce qui pourrait faire plaisir, ce qui pourrait faire plaisir aux enfants, ce qui va faire que les fêtes approchent ici, et que donc, est-ce que je suis dans un ménage qui va devoir mettre des œillères comme les chevaux, là, pour essayer de ne voir aucun marché de Noël, de ne sentir aucune odeur de vin chaud, de ne pas voir qu'il y a des truffes au chocolat, de ne pas avoir envie d'avoir une guirlande lumineuse à l'intérieur du sapin, et encore moins d'avoir envie de faire des cadeaux en dessous du sapin, parce que si j'ai pas les moyens, est-ce que je vais avancer comme ça avec une visière qui m'empêche de voir? Est-ce que je vais devoir m'imposer et m'obliger l'interdit du climat dans lequel tout le monde, ou beaucoup, vont fêter et vont pouvoir s'offrir quelque chose? Ou est-ce que je vais craquer et que je vais le faire quand même, et tant pis? Et tant pis, on verra bien comment on fera au mois de janvier. Et puis on espérera que peut-être on va retoucher un peu aux contributions pour faire qu'on rattrape peut-être le plaisir qu'on a voulu faire, etc. Ou est-ce que je ferai comme une maman qui est militante au réseau, qui disait, moi, ça c'est quand on était dans les rythmes précédents de retoucher aux contributions, moi je fais toujours Noël en février. Donc elle faisait Noël en février, parce qu'elle avait envie de faire Noël avec ses enfants, mais que c'était impossible à la fin de l'année, avec tout ce qu'il y avait. Donc quand elle retouchait, il y avait une partie qui servait à faire Noël. Voilà, de l'inventivité qui doit permettre déjà beaucoup de recul pour arriver à se dire c'est comme ça que j'arrive à solutionner le fait de ne pas perdre du plaisir, d'arriver à faire comprendre à mes enfants, etc. Mais c'est une autre maman aussi qui dit, par exemple, je ne vais plus jamais faire les courses avec mes enfants dans les magasins. Et c'est pas, dit-elle, parce qu'ils réclament tout et n'importe quoi, c'est parce qu'ils réclament des choses qu'il serait normal que je leur offre à certains moments pour avoir des petits déjeuners un peu plus variés, etc. Elle prenait l'exemple, elle, de la boîte de Kellogg's, en disant, quand ils me demandent absolument une boîte de Kellogg's, les Kellogg's plus le lait, c'est trop cher, c'est beaucoup plus cher que la tranche de pain blanc bon marché et les gros pots de choco bon marché, qu'on étale, et donc c'est pas possible. Et donc elle disait, mais d'en avoir marre de leur dire non à des banalités, d'une certaine façon, je ne les prends plus avec moi. Donc voilà, c'est la somme d'argent dont on parle, c'est à la fois normalement pour vivre, pour pouvoir mettre un peu de côté pour l'obligatoire, et puis pour pouvoir se dire c'est pas complètement anormal non plus de pouvoir satisfaire quelques petits plaisirs dans la vie. Alors, les 1100 €, c'est pour une personne seule. Si vous le mettez à l'once d'un ménage, 2 adultes et 2 enfants, aujourd'hui, on a 2200, 2300 € par mois, seuil à partir duquel on considère la famille en situation de pauvreté. Et donc, si vous transposez ça dans les conditions d'existence de beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on arrive à des 25-26%, mais moi je crois plus que ça. Regardez le chômage, regardez la hauteur du revenu d'intégration sociale, 890 € pour une personne seule, 1100-1200 pour un ménage, parfois tout petit chouïa de plus, mais enfin. Mais regardez les revenus du travail à temps partiel. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont concernés par le travail à temps partiel, ce qu'il représente par rapport à la vie d'un ménage aujourd'hui. Vous savez sans doute, aujourd'hui, 80% des personnes qui occupent un travail à temps partiel, 87% c'est un travail à temps partiel non choisi. Donc c'est un travail à temps partiel que l'employeur offre dans ces conditions-là.
énormément dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, mais énormément dans tout le travail en titre-service, par exemple. Beaucoup de travail à temps partiel. Et énormément dans les métiers des femmes. Beaucoup. Hein, c'est une très grande majorité de femmes aussi. Donc ce sont tous des éléments comme ça qui font que cette réalité de la pauvreté dans les chiffres, elle a une prégnance dans la réalité. Elle touche beaucoup de monde, elle représente quelque chose d'important dans la réalité. Il y a un autre élément, une autre porte d'entrée par rapport à laquelle on donne une représentation à la pauvreté, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, mais c'est comme ça que ça se dit parce que ça vient de l'anglais, c'est ce qu'on appelle la mesure de la déprivation matérielle. Alors, dans le fond, le mot dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, de quoi un ménage se passe-t-il de façon volontaire et consciente parce qu'il n'a pas l'argent jusqu'à la fin du mois pour pouvoir satisfaire à tout. Et donc, c'est une série de questions qui sont posées. Ça, c'est des enquêtes qui se font sur toute l'Europe, hein, donc en Belgique aussi, mais sur toute l'Europe. Et donc, il y a une série de questions qui sont posées aux gens, et les gens y répondent par oui ou par non. Et dans ces questions, on ne pose pas des questions qui ont trait à du superflu. Hein. On demande aux gens, par exemple, est-ce que vous avez la capacité de chauffer correctement votre logement toute l'année? Et les gens répondent par oui ou par non. Est-ce que vous avez la capacité de manger au moins 2 fois par semaine un repas avec des protéines? N'importe quelle protéine. Les gens répondent par oui ou non. Est-ce que vous avez la capacité, je viens d'en parler, d'épargner un peu au bout du mois? Les gens répondent oui ou non, etc. etc. Donc c'est des choses assez banales, des choses dont on a besoin tous les jours. Hein. Mais, je reviens sur la capacité d'épargne. En Wallonie, parce que là on a les chiffres que pour la Wallonie, je vous passe les détails, Bruxelles est trop petit pour faire des échantillons. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a 38% des ménages en Wallonie qui n'ont pas d'épargne. Hein, donc ça veut dire qu'on n'a pas de sécurité. 38% des Wallons. Quand on n'a pas d'épargne, on est forcément pauvre. Hein, parce qu'il arrivera toujours quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Mais on n'est pas seulement pauvre parce qu'il y aura besoin d'argent, on est aussi pauvre parce que ça veut dire qu'on doit auto-intégrer la privation. Hein, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si on ne sait jamais mettre un peu de côté, y compris en prévision de la communion, du mariage, enfin n'importe, hein, des choses de la vie, des banalités de la vie, je veux dire, hein, ben, on est forcément déjà en grande pauvreté. Et donc là, on voit qu'on est à quasi 8% des ménages en Wallonie qui sont en état de déprivation matérielle, donc qui se privent systématiquement de choses absolument essentielles pour traverser le mois. Et puis on a un troisième élément qui est mesuré, je vous passe les chiffres parce que là il y en aurait 3 à donner, c'est ce qu'on appelle l'intensité de travail, c'est-à-dire on mesure combien de nombre de jours de travail combien de nombre de jours sont travaillés dans une année dans un ménage. Donc on additionne tous les jours de travail légaux, hein, en les agglutinant par journée en temps partiel, et on mesure combien de jours sont travaillés. On a de très très mauvais résultats en Wallonie, on a de très très mauvais résultats à Bruxelles, parce que le travail se déconstruit pour le moment. Je disais tout à l'heure, de plus en plus de temps partiel, de plus en plus d'intérim, etc. Il y a toujours plus de travail proposé aux gens, hein, mais dans toujours moins bonnes conditions. Hein, donc toujours plus divisé, toujours plus intérim, toujours plus temps partiel. Donc la représentation qu'il y a moins d'emplois qu'avant, hein, emploi au nombre chiffre absolu, elle n'est pas juste. Mais c'est le type d'emploi, hein, et le type de salaire et les conditions de travail, etc., qui sont en nette évolution. Voilà, je vais un peu m'arrêter pour cette porte d'entrée-là pour vous dire ça se mesure. Alors si ça se mesure de cette façon-là un peu partout, ça veut dire quelque chose d'important. Et je vous situe juste la Wallonie au milieu des pays européens, parce qu'on a tous les pays qui font partie de l'Europe. Eh bien, la Wallonie, elle est dans la moitié des pays les moins bons, mais quand même encore un tout petit peu vers le centre, quoi. Je vous le dis comme ça, parce que je n'ai pas de graphique à vous montrer. Mais elle est quand même dans les 50% les moins bons, hein, mais encore un peu vers le centre. Bruxelles est la région la plus pauvre de toutes les régions d'Europe.
Rappelez-vous qu'en Europe, il y a la Bulgarie, il y a la Roumanie, hein, il y a des pays qui connaissent de la grande pauvreté. Hein. En fonction de tous ces critères-là, Bruxelles est la région la plus pauvre de toute l'Europe. On ne va pas faire un débat sur Bruxelles, mais Bruxelles est aussi en Europe une des régions qui produit le plus de richesses. Le plus de richesses. C'est il y en a 3 dans le peloton, et Bruxelles est une des 3. Et donc la richesse ne revient pas à la population. C'est ça que ça veut dire. Hein. Parce que quand une région produit beaucoup de richesses, normalement, il devrait y avoir des retombées pour la population. Voilà, ça vous donne un peu en termes de chiffres. Mais j'ai aussi envie de vous donner une représentation de la pauvreté plus ouverte encore qu'en termes de chiffres, même si déjà j'ai émaillé d'un peu d'exemples. Et c'est de vous dire qu'aujourd'hui, la pauvreté, c'est aussi, malheureusement, une conséquence de la perte de droits dont ne bénéficient plus les familles. Qu'est-ce qu'on met là derrière ? Eh bien, aujourd'hui, par exemple, on doit se poser la question, est-ce que c'est les gens qui ont un problème avec le logement ? Est-ce que c'est les gens qui ont eux, une difficulté à résoudre leurs problèmes de logement ? Ou est-ce que c'est la politique du logement qui a un problème avec les gens ? Donc, accéder à un logement aujourd'hui, dans le logement social, il y en a beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Il y a des listes d'attente partout. Parfois, il est de mauvaise qualité. Parfois, le coût de l'énergie est plus élevé que le loyer qui est payé dans le logement public. Pas toujours, il ne faut pas faire de généralité, il y a des choses très bien. Hein. Mais on est ici en train de donner une image, en tout cas, du combat qu'il est à mener. Vous le savez ou vous ne le savez pas, on est dans un pays où on a seulement 7% de logement social, donc de logement public. On n'a pas cette représentation-là. Hein. Les communes, d'ailleurs, où il y a beaucoup de cités, comme on dit, de cités d'habitation sociale, parfois la population a l'impression, mon Dieu, on est envahi par des gens qui habitent dans des cités et qui seraient tous bourrés de problèmes. C'est pas ce que je pense, hein, mais... or, on a 7% de logement social chez nous, 93% de logements privés. Donc, qui appartiennent à des propriétaires privés, ou bien qui les habitent ou qui les louent. C'est très très peu. La demande est beaucoup plus importante. Et dans le logement privé, on a une palette de logements privés avec des gens très bien, des propriétaires très bien, qui louent à des prix complètement convenables. Et puis on a aussi l'explosion des prix, qui est très fréquente, donc ça coûte cher, etc. Et puis on a malheureusement aussi une petite portion de propriétaires qui a bien compris qu'il fallait bien que les gens se logent à n'importe quel prix, et donc qui exploitent en faisant payer beaucoup trop cher des choses qui sont en mauvais état ou qui ne devraient même pas être louées. Donc ça, c'est aussi pour vous dire, la pauvreté aujourd'hui, on doit l'expliquer aussi par la perte des droits. Aujourd'hui, le droit au logement n'est plus garanti. Il n'est plus garanti pour tout le monde dans de bonnes conditions. Et donc des parents qui habitent dans une région, des parents qui fréquentent une région, des parents qui s'installent quelque part, qui vont devoir renouer le contact avec une école, avec une crèche, avec une halte accueil, avec un médecin, avec une maison médicale, etc., qui peut-être ont un revenu très bas, qui vont parfois essayer de camoufler qu'ils vivent dans ces conditions-là pour essayer de se montrer à l'extérieur le plus comme tout le monde possible. Parce que c'est compliqué de vivre son trop peu et de risquer de le montrer. Ils vont connecter avec une région, s'installer, etc. Et puis il est très fréquent pour des familles comme celle-là, le déménagement arrivera un jour tôt ou tard parce que le propriétaire aura repris son logement, parce que ça devient trop cher, parce qu'on n'a pas su payer l'entièreté des loyers et qu'à un moment donné, il y aura une expulsion et tout ça. Il faut aller se réamarrer et se réinscrire ailleurs, etc. Donc parfois, on peut trouver dans des crèches, dans des haltes accueil, dans le contact qu'on a, des parents dont on ne soupçonne pas qu'en fait, ils ont déjà connu ce parcours du combattant, de déménagement, etc., 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 avec parfois une telle perte de confiance dans l'ensemble du système qu'ils ne savent même plus comment il faut se comporter par rapport au logement. Je dis bien parfois. La majorité des gens savent comment on se comporte par rapport au logement en termes d'entretien, de paiement, etc. Mais parfois, on tombe dans un tel désœuvrement complet que même ça, on ne sait plus le faire.
on a perdu des compétences, on est révolté contre le système, on ne croit plus en rien et donc on n'a plus envie de remplir ses obligations. On ne se rend même plus compte qu'on ne sait plus les remplir, ces obligations. Donc le droit au logement, c'est quelque chose d'important. J'ai parlé du droit au revenu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais il y a un droit au revenu qui devrait permettre aux gens de vivre dignement, d'épargner un peu et de pouvoir se faire plaisir. C'est terrible parce qu'on est dans une époque de société où on ne peut même plus parler de se faire plaisir aujourd'hui, si vous remarquez. On dit aux gens, soyez surtout d'abord en ordre, que tout soit payé, que vous n'ayez des dettes avec personne, que vous ne soyez pas en retard de papier, et le reste, écrasé. Ma foi, le plaisir, c'est pour ceux qui vraiment sont à l'aise. C'est comme s'il n'y avait plus le droit de réfléchir au plaisir. Or, vous êtes dans des métiers où vous impulsez du plaisir, je pense. En tout cas, je le suppose et je le pense. Quand on est avec des petits-enfants, etc., on a envie de donner de l'espoir, on a envie de donner de la perspective, on a envie d'ouvrir au monde, on a envie de dire... La vie va sourire, l'espace est devant nous, on a envie. Mais on peut se trouver en face de parents chez qui tout ça s'est éteint. C'est éteint parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, parce que c'est de la confrontation tous les jours, etc. Et donc ça peut ne pas être facile d'être dans une relation avec des parents dont on se dit, mais est-ce que... Enfin, il n'y a pas moyen qu'ils soient participatifs, est-ce qu'ils peuvent être collaborants, mais ils n'entendent pas ce qu'on leur dit, mais enfin, etc., etc. Ça peut être parce qu'on est éteint par la masse des choses qui envahissent, qui pompent l'énergie à essayer de tenir pour traverser la vie. Je vais prendre un autre droit, puis je vais m'arrêter sur les droits. On dit chez nous que le droit à l'enseignement est bien un droit. Alors effectivement, il est organisé pour être rendu obligatoire. Dans la Constitution, il est annoncé comme obligatoire et gratuit, par exemple. Alors, il n'y a que le fait d'entrer à l'école qui est gratuit. Parce que, sauf exception, il y a de temps en temps une exception, mais c'est vraiment l'exception de l'exception, après, beaucoup de choses sont payantes à l'école. Et donc, par exemple... beaucoup de familles qui vivent dans la pauvreté ont une grande difficulté à construire une relation avec l'école, pas que, mais notamment à cause du fait que leur préoccupation par rapport à l'école de leurs enfants, ça va être « il faut que je paye ». Il faut que je trouve l'argent pour la rentrée scolaire, il faut que je trouve l'argent pour le voyage scolaire, il faut que je trouve l'argent pour le théâtre, il faut que je trouve l'argent pour la paire de pantoufles de gym, il faut que je trouve l'argent parce qu'on m'a dit qu'un jour il fallait venir avec un laitage, un jour il faut venir avec un fruit, un jour il faut venir avec ceci, un jour il faut venir avec cela. Il faut que j'essaye d'être en conformité, il faut que demain il faudra apporter un paquet de farine. Beaucoup d'enseignants se disent demander à un enfant d'apporter un œuf, un autre un paquet de farine, etc. C'est pas grand-chose. Sauf qu'il y a des ménages où le paquet de farine, il vient du colis alimentaire qu'on est allé chercher parce qu'on ne sait pas aller s'acheter soi-même son alimentation. Donc ça veut dire que quoi qu'il soit demandé, c'est déjà trop. À partir du moment où on n'a pas la capacité soi-même, avec son budget, d'aller faire ses courses soi-même pour faire ce qu'il faut dans son propre ménage. Tout le surplus est de trop. Donc voilà un autre droit, le droit à l'enseignement, à l'éducation. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ça, mais ne le prenons que par l'apport d'entrée des finances, qui, pour des familles en situation de pauvreté, n'est pas simple du tout. Et au réseau, on dit souvent que la relation triangulaire entre le parent, l'enfant et l'enseignant, et je prends volontairement ce modèle-là parce que c'est le vôtre aussi, situé à un autre endroit, une relation triangulaire à réussir, eh bien, dans le cadre de l'école, elle est souvent polluée par le fait que le parent mettra une distance avec l'école, notamment à cause de tout ce qu'il y a à payer, etc. On verra des parents qui vont longer les murs pour ne pas être vus parce qu'il y a encore des factures qui attendent, ou on préfère quand même qu'il aille manger la soupe à midi, même si on ne sait pas la payer, parce que ce sera toujours ça de prix. Ou parce que dans le journal de classe, ils ont encore été épinglés et qu'ils ont la honte sur la tête et qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Voilà, donc une autre manière de regarder la pauvreté, c'est de se dire, tiens, dans le fond, les droits dans la société qui sont organisés, est-ce qu'ils le sont encore bien aujourd'hui au bénéfice de tous ? Et est-ce qu'ils sont organisés de telle façon que les familles qui ont le plus dur soient véritablement le plus aidées ? Voilà un regard à travers lequel on peut regarder les droits. Le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'enseignement, le droit au travail, le droit au revenu, le droit à la culture, le droit à la mobilité, prendre des trains, prendre des bus, etc., etc.
C'est une deuxième manière d'essayer de se rendre compte de ce que c'est la pauvreté. Et ça, c'est aussi une manière qui dit, mais en fait, une société solidaire, où on est en principe là sur la terre pour souhaiter traverser la vie le plus calmement possible, mais peut-être aussi le plus heureusement possible, et peut-être dans un maximum de bien-être et de mieux-être. Eh bien, est-ce que cette traversée de la vie est organisée de façon juste pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont un peu les oubliés, les écrabouillés, etc. Peu importe les raisons pour lesquelles ils ont des difficultés au départ. Est-ce qu'ils sont nés bien foutus, mal foutus, avec un handicap, pas de handicap, dans une famille où on a déjà du bien, où il y a une maison, où il y a de l'héritage, où les parents avaient un métier qui fait qu'ils ont pu épargner et mettre de côté, ou bien dans une famille où ben non, il y a la génération d'avant, on n'a rien à laisser, peu importe les raisons, pas nécessairement parce qu'elle a cherché à tout dilapider. Hein. Est-ce qu'on est avec une famille proche qui est étoffée, ou qui est petite, ou qui vit au bout du monde, avec laquelle on s'entend très bien, avec laquelle il y a eu des différends? Est-ce qu'on vit dans un quartier où on a tous la rue et les voitures qui passent devant, ou bien où il y a de l'espace vert autour, où on peut respirer, etc. Donc quelles sont toutes les conditions dans lesquelles on est? On n'est pas à égalité. On n'est pas à égalité. Est-ce qu'on a une bonne santé physique? Est-ce qu'on a un bon moral ou pas? Il y a des gens qui ont un moral à toute épreuve, et certains disent « mais je ne le comprends pas, moi, il suffit de se battre ». Oui, ben, il y a des gens aussi qui ont un moral plus fragile, un mental un peu plus sensible, une émotivité à fleur de peau, quand d'autres sont rentre dedans, etc., etc. Mais on est fait de tout ça. On est fait de tout ça. Mais si on est affecté par la pauvreté, le tout ça va être un outil favorable ou pas. Et donc, aux raisons, on dit souvent, mais en fait, la traversée de la vie, ben, elle est la réalité pour tout qui vit, c'est une réalité. Elle se réalise à partir des richesses de départ que l'on possède. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, donc on a une espèce de sac à dos chacun sur le dos qui est rempli d'argent, de relations familiales, d'héritage, de bien-être dans sa tête, de force, de caractère, tout ce qu'on veut, tout ce que je viens d'énoncer. Le sac à dos il est plus ou moins rempli. Il y a des gens qui ont d'un peu de tout ce que je viens de dire dans le sac à dos. Et il faut quand même qu'ils traversent la vie. Et puis eux aussi vont rencontrer peut-être des aléas dans la vie, des aléas positifs et tant mieux, mais aussi parfois des difficultés, comme tout le monde. Et celui qui a le sac à dos bien rempli, qui a un bon revenu, qui a une famille où il y avait du patrimoine un peu et qui lui a laissé quelque chose, qui a eu la chance que l'école réussisse avec lui, et donc qui a peut-être la tête bien faite, un diplôme important, etc., qui a été fréquenté de la culture, qui a des connaissances, des relations, etc., etc., confronté aux mêmes difficultés de la vie que quelqu'un dont le sac à dos est fort plat, il aura d'autres opportunités de s'en sortir et de maîtriser les difficultés qu'il rencontre. Donc la traversée de la vie, j'ai envie de dire, elle s'impose à tout le monde, mais suivant le sac à dos qu'on a, les aléas de la vie, on ne les résout pas comme tout le monde. Je vais vous l'expliquer juste par un petit exemple personnel. Il y a longtemps que je ne l'ai plus raconté, et je n'en suis pas très fière, mais c'est comme ça. Mais ça m'a ouvert les yeux il y a longtemps, quand je travaillais à la Maison de la Culture de Marche. J'ai été, à un moment donné, directrice de la Maison de la Culture de Marche, et un jour j'ai un problème de santé, et hop, je me retrouve aux urgences à l'hôpital. Et il se fait que le médecin qui m'ausculte là est un médecin qui vient beaucoup à la Maison de la Culture, qui est abonné, etc. Donc il me connaît, il me reconnaît, donc c'est à tu et à toi. Et donc au moment où il m'ausculte, il me dit il faut qu'on fasse une petite intervention. Et à ce moment-là, ça remonte à il y a des années, je lui dis zut, je crois que je ne suis pas en ordre de mutuelle. Alors il me dit Christine, t'es assistante sociale quand même, Oui. Donc je lui dis, est-ce que je peux avoir un téléphone? Il n'y a pas de GSM à ce moment-là. Enfin moi en tout cas j'en ai pas, ça fait. Il me passe le téléphone, je téléphone à la mutualité, coup de bol, l'assistante sociale était là.
C'est aussi une marchoise, elle vient aussi à la Maison de la Culture, je la connais, donc je lui dis écoute, je suis à l'hôpital, tu veux pas regarder, Elle regarde, elle rappelle, elle me dit bah oui, tu es en retard de 3 mensualités, il faudrait les verser, c'est pas très grave, mais il faut le faire, etc. Je reprends le téléphone, je sonne à mon compagnon est là, il y a de l'argent sur notre compte en banque, il verse l'argent et ça devient une grosse blague entre le médecin et moi. Mais j'ai envie de dire, plus qu'une grosse blague, ça devient même quelque chose qui fait encore grandir mon capital débrouillardise, hein, qui amène à de l'humour, hein, qui dit oh, on s'en sort toujours. Mais pourquoi on s'en sort toujours? Parce qu'il vient à la Maison de la Culture, que je suis directrice de la Maison de la Culture, que j'ai le coup de fil, il y a de l'argent sur mon compte, donc tout est réglé entre guillemets en moins de quelque chose qui pouvait devenir un vrai problème. Ça devient une grosse boutade. Vous transposez la même réalité par rapport à des personnes qui aujourd'hui peuvent se rendre à l'hôpital, il n'y a pas d'argent sur le compte, on ne sait pas où on en est au niveau mutuel, on n'osera pas le dire, parce que comment est-ce que ça va être pris, etc., ça devient tout de suite un autre problème qui va compliquer la situation et rendre les choses difficiles. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le sac à dos, il est fait même des relations qu'on a, du tissu relationnel qu'on a, du comment on peut appeler à quelqu'un à la rescousse et qu'on ait un point d'appui et qui va régler les choses. Moi, j'ai connu dans ce métier-là un président de Maison de la Culture qui était d'une famille où ils étaient avocats de père en fils. Et ce président de la Maison de la Culture, il ne gérait rien de sa maison. C'est sa secrétaire il ne savait pas le prix du mazout, il ne savait le prix de rien. C'est sa secrétaire qui faisait tout, il détestait tout ça. Et donc, il le déléguait. Et je donne cet exemple-là parce qu'un des éléments qui est souvent, pour lequel, en tout cas, on incrimine souvent les gens qui sont dans la pauvreté, qui sont souvent pris la main dans le sac, j'ai envie de dire, c'est ils ne sont jamais en ordre avec leurs papiers, par exemple. Et vous savez, quand on est dans la pauvreté, on a beaucoup plus de papiers que les autres à faire, hein. Parce que si on est dans la pauvreté, on va devoir remplir des papiers pour demander des autorisations, des réductions, pour aller prouver qu'on a droit à accéder ou au colis alimentaire ou à l'épicerie sociale. Si on veut des billets article 60 pour aller à la culture avec ses enfants, suivant le CPS, suivant l'organisme qui distribue, etc., ça va être tel type de règles, tel type de contraintes, tel type de documents, tel type de rendez-vous, tel type d'explication qui va être à donner, etc. Donc les gens qui connaissent vraiment la pauvreté, ils sont confrontés à souvent beaucoup plus d'administration que les autres, alors que je pense qu'on n'aime déjà pas globalement l'administration. Je n'ai pas dit qu'on devait être en désordre, hein, comme je l'ai été, mais je veux dire globalement on n'aime pas ça. On sait qu'il y a une complexification et on sait que pour eux ça va être encore plus. Mais ça va être encore plus en même temps en devant toujours aussi expliquer un morceau de leur vie en général. Donc chez eux, un simple papier, souvent, pas toujours, mais devra être accompagné d'expliquer pourquoi j'ai besoin d'une aide, qu'est-ce qui fait que je suis en difficulté, comment je vais démontrer ma pauvreté de façon suffisante pour obtenir le soutien dont je peux bénéficier. Et peut-être vous l'avez déjà entendu, mais il y a une chose qui se dit beaucoup dans le milieu des gens qui militent dans la pauvreté, parce que c'est une chose qui a été beaucoup amenée comme témoignage par des personnes concernées, c'est si je m'adresse au CPS, je vais devoir prouver que je suis suffisamment pauvre pour être aidée, puisque souvent là c'est une aide financière que je vais aller chercher, et donc je vais devoir expliquer et montrer que mon frigo est vide. Mais si je m'adresse après à l'aide à la jeunesse, ou si l'aide à la jeunesse s'adresse à moi par exemple, le frigo que j'ai dit vide au CPS, il faudra que je dise qu'il est plein pour montrer que j'ai une capacité de m'occuper de mes enfants, etc. Si je m'adresse à des services qui vont venir à domicile pour voir si le bébé va bien, etc., de préférence en plus, il faudrait qu'il soit plein avec les bonnes choses. Alors, est-ce que c'est des petits pots, pas des petits pots, une banane écrasée, pas une banane écrasée, est-ce que c'est en suffisance, est-ce que c'est pas, est-ce que, etc., etc. Mais avec une peur au ventre encore bien plus importante pour la famille qui va devoir montrer ça, puisqu'elle est chaque fois devant des règles, des types de services qui vont avoir des règles différentes d'évaluation de leur capacité à exercer une bonne parentalité. Et donc c'est très compliqué. Et donc les gens slaloment avec ça. Ils doivent slalomer, essayer de s'y retrouver pour faire le moins mal possible et pour essayer de faire le plus possible.
L'autre élément, mais je viens de vous en parler, c'est parce qu'on le nomme comme ça, mais je vais l'accentuer un petit peu. C'est vraiment, vous savez, tantôt je vous disais, on mesure la pauvreté, mais ça c'est de façon chiffrée et objective, en parlant de déprivation matérielle. Hein. De quoi est-on privé, se prive-t-on, volontairement, parce qu'on ne dispose pas des moyens pour vivre. Les militants au réseau, ils ont voulu créer aussi une grille de la déprivation de la vie privée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'ils ont eu envie de faire une liste de questions qui leur ont déjà été posées, d'attitudes qu'il y a déjà eu envers eux dans des services, face à des structures, dans des associations, etc., qui les déshabille en quelque sorte, qui leur demandent d'en dire beaucoup plus qu'il ne faut encore pour arriver à accéder à un service, etc. Ou bien où ils ont l'impression qu'on parle d'eux derrière eux. On se raconte, par exemple, de service à service, de personne à personne, des choses qui les concernent, parfois avec la meilleure intention, parfois en disant ben oui, mais c'est plus rapide qu'on se dise ça sur telle famille, etc. Comme ça, on a compris, etc. Mais que eux entendent, ou qu'ils ont en résonance dans l'oreille, et ils se disent mais il y a des choses qui sont en train de se passer en dehors de nous, qui parlent de nous, sans qu'on ne sache ou sans qu'on ne soit autour de la table pour le nommer nous-mêmes. Mais derrière tout ça, évidemment, le déshabillage privé, il y a tout ce que je disais, c'est devoir se raconter dans des services. Alors c'est souvent aussi des familles où il y a beaucoup de services qui passent. Et donc où il y a cette lassitude et ce sentiment de devoir toujours dire, expliquer, recommencer, à expliquer la réalité pour pouvoir obtenir de l'aide. Et ça, les gens ont de plus en plus difficile. On est évidemment dans un contexte de société aussi qui est accablant pour le moment, puisque, vous le savez, dans le cadre du chômage, la législation et donc les décisions politiques ont conduit à mettre en place des législations qui sont de plus en plus intrusives. On peut de plus en plus aller regarder dans la vie des gens, essayer de leur imposer des choses qu'ils ne souhaitent pas, etc. Dans le cadre des CPS, la législation permet d'être intrusive, elle n'est pas automatiquement, mais elle le permet. On peut faire des visites domiciliaires sans les annoncer, etc., dans des ménages. Mais vous le savez aussi, aujourd'hui, l'État a commencé à organiser ce qu'on appelle la délation, c'est-à-dire de dire qu'on peut dénoncer son voisin en estimant qu'on a l'impression que c'est un tricheur. Il y a un site qui existe pour faire ça. Et vous le savez, on a cultivé et on cultive dans la tête des gens aujourd'hui que les gens sont potentiellement des grands tricheurs pour tout. Donc que le chômeur, que l'allocataire social, etc. est sans doute quand même d'abord peut-être un tricheur. Et donc on met en place des règles de contrôle toujours plus intrusives. Aujourd'hui, par exemple, nous on a des réunions avec la Fédération des CPS Wallons parce que le questionnaire qui permet de faire un bilan social dans les CPS devient de plus en plus intrusif. Le côté intéressant, c'est que des assistants sociaux de CPS et même certains CPS et donc aussi la Fédération des CPS Wallons se disent ça va beaucoup trop loin tout ça. Ça va beaucoup trop loin. On va dans des questionnaires où on interroge les gens sur leur vie affective. On va dans des questionnaires où on interroge les gens sur leur consommation. On va dans des questionnaires, il y a un questionnaire qui émane de Flandre où on demande aux gens de s'évaluer sur leur santé mentale. C'est vrai, hein, ce que je dis, je vous raconte pas, c'est pas un fantasme, mais c'est pas on leur demande est-ce que vous estimez que vous avez peut-être un problème de santé mentale et comment le qualifieriez-vous dans un questionnaire, dans un CPS qui... Donc je vous dis ça parce que, évidemment, c'est tout un climat qui fait que les gens se sentent de plus en plus abusés par le système qui veut les rendre un peu transparents et voir jusqu'au bout du bout comment ils vivent. Mais le bout du bout comment ils vivent, c'est parfois évidemment de regarder aussi dans les armoires ce qu'il y a. Hein, comment on est organisé dans la maison, comment on utilise sa salle de bain. Et donc ça touche vite alors là aux normes. Qu'est-ce qui est bon de faire avec un enfant ou pas? Hein, je me souviens avoir rencontré une personne qui disait « Oui, mais ça ne va quand même pas, dans cette maison-là, le bébé est lavé dans une bassine et le linge est dans la baignoire. » Et donc, elle trouvait que ça n'allait pas. Elle disait « Mais ça ne va pas, c'est le bébé qui doit être lavé dans la baignoire et le linge dans la bassine. » Mais la maman avait toute une explication à ça, qui
avait du sens pour elle. Moi, je ne dis pas qu'il fallait continuer à laisser la maman laver le bébé dans la bassine, mais enfin, peut-être que le bébé n'était pas plus malheureux d'être lavé dans une bassine non plus. Et quel est le sens que ça avait et qu'est-ce que ça voulait dire pour cette maman, le fait de faire comme ça, mais quelle est quand même la violence de celui qui vient de l'extérieur et qui dit « mais madame, vous faites tout de travers ». Plutôt que de se dire bah, « partons de là, expliquez-moi un peu pourquoi vous trouvez que c'est bien pratique la bassine ». Et là, on peut commencer peut-être à discuter, et ça restera peut-être la bassine, ou ça deviendra peut-être la baignoire, ou ça sera peut-être encore autrement après. Et ça se construira. Voilà, mais donc le côté intrusif, il est vraiment très, très mal vécu par rapport aux personnes. Alors, tout ça, c'est vous dire toute une série de choses par rapport à la pauvreté, vous le voyez bien, hein, c'est le portefeuille. C'est dans quel lieu on vit, le logement par exemple, le quartier, etc. C'est les institutions qu'on fréquente, quelle relation on peut entretenir avec. Je parlais de l'école tout à l'heure, on pourrait parler de culture, etc. C'est tout ça. Mais c'est aussi comment on le vit dans ses tripes, comment on le vit affectivement, comment on se sent respecté ou pas. Quelle est la honte qu'on porte sur soi de cette réalité de la pauvreté ou pas. Et donc j'ai envie maintenant de vous en parler en disant, mais dans le fond, les familles qui sont en situation de pauvreté, est-ce qu'elles sont passives par rapport à ça? Est-ce qu'elles sont dans l'abandon de se battre dans l'existence par rapport à ça? Est-ce qu'elles ne seraient pas au travail dans la vie par rapport à ça? Et donc nous, dans les rencontres qu'on fait dans les associations avec les personnes, tout ça, mais on trouve beaucoup de gens qui sont en lutte en fait, qui sont en combativité pour arriver à traverser la vie le moins mal possible, avec les richesses dont elles disposent, hein, le sac à dos, qui est tout fort plat, hein, qui pend un peu là, sur le bas du dos, sur les reins, parce que c'est au fond du sac, comme quand il reste une bouteille d'eau en plastique, là, qu'il n'y a plus que ça dedans. Hein, donc ça, à la fois, ça pèse sur les reins, et en même temps, on sent qu'on a encore quelque chose, quoi. C'est un peu ça. Hein, les richesses qui nous restent, qui ne sont pas suffisantes, comme elles sont trop peu, elles pèsent, mais en même temps, on les a encore. Et donc, comment les gens font avec ce qu'ils ont encore, là, avec cette force-là? Et là, les gens nous parlent aussi de leur pauvreté en nous disant, mais on met en place des tas de choses pour arriver à avoir l'air le plus possible comme tout le monde, qui sont invisibles pour l'interlocuteur en face de nous, puisque justement, c'est des choses qu'on va faire pour ne pas les rendre visibles, puisqu'on va faire pour être le plus juste, le plus normal comme tout le monde en face. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Il y en a un que peut-être vous me l'avez déjà entendu dire pour certains d'entre vous. C'est parce qu'il m'a tellement frappé que je l'ai, en tout cas celui-là, toujours en tête. C'est comment les gens mettent en place des trucs et ficelles pour arriver à s'en tirer, mais sans les expliquer, puisque c'est des trucs et ficelles. Je pense à une maman qui nous explique un jour, et ça c'est encore fréquent, et on vient d'aller rencontrer le ministre Di Antonio avec une maman sur la mobilité de ses enfants qui nous expliquait encore exactement un truc du même style. Ça, c'est des personnes qui sont confrontées au fait, par exemple, de payer des abonnements de bus hein, ou de train pour les enfants qui vont à l'école. Et donc des ménages où on est confronté à acheter plutôt des abonnements mensuels plutôt qu'annuel. L'annuel coûte moins cher. Seulement pour l'annuel, il faut savoir avancer la somme. C'est toujours celui qui peut préfinancer qui gagne. Hein. C'est pour tout dans la vie, ça. Hein. Celui qui sait avancer, il fait des économies. Ça, c'est sûr, en général. Mais payer un an d'abonnement ou bien tous les mois, il y a beaucoup de familles dans la pauvreté, ils sont incapables de payer un an d'abonnement. Donc, ils vont prendre tous les mois. Sauf que tous les mois, s'il y a 2 ou 3 enfants, hein, la somme est importante. Donc, vous avez des parents qui jonglent sur le fait de faire des absences scolaires de un, puis l'autre, hein, pour rester dans, entre guillemets, le quota, avant qu'il y ait intervention PMS, etc., en jonglant comme ça au cours de l'année pour essayer qu'on arrive à la fois à payer et à la fois à ne pas se faire coincer par le système. Et évidemment, pour l'école, on a mal au ventre, ou, hein, voilà. Mais en fait, c'est des organisations de fin de mois, début de mois. On voit ça dans beaucoup de structures. Les agences immobilières sociales, par exemple, c'est parce que nous on travaille beaucoup avec les agences immobilières sociales, c'est pour ça que je vous parle d'elles, mais il y en a qui peuvent nous donner des exemples
comment au mois de septembre, par exemple, les gens ne payent pas ou pas totalement le loyer du mois de septembre pour faire l'articulation avec la rentrée scolaire. Et pas mal de ménages le repayent dans les mois qui suivent. Donc ce n'est pas nécessairement un non-paiement qui est abandonné, c'est on s'organise. Mais c'est aussi, par exemple, par rapport au logement privé, une maman qui nous raconte « mais moi, le mois dernier, j'ai pas su payer mon loyer en même temps que des choses qu'il fallait que je fasse pour les enfants. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me mets en ordre chaque fois avec le propriétaire, mais je longe les murs pour ne pas le croiser parce que même si le propriétaire ne me dit rien par rapport au fait que je ne paye pas parce qu'il sait que je recompose le loyer par la suite, chaque fois, il a un malin plaisir à me demander de raconter pourquoi je fais ça. » Donc c'est ça aussi qui peut arriver dans la vie, c'est une espèce de dû de celui qui est en face et qui a l'air d'être généreux à tolérer. C'est pas toujours comme ça, mais j'explique des exemples qui font qu'il faut porter tout ça avec soi. Et donc l'invisible mis en place par les familles pour essayer d'être au mieux comme tout le monde, il est souvent très très important. Des familles qui vont essayer d'avoir des vêtements quand il n'y en a pas, des familles qui vont préparer le contact avec une institution en s'organisant avec d'autres pour avoir des prêts de trucs. Moi j'ai déjà entendu des militants qui après coup ils en rigolent entre eux qu'ils en rigolent pas avec d'autres à l'extérieur, en se racontant comment ils ont été se présenter à un endroit avec tous les objets qui appartiennent à un autre, et puis ils lui rendent après, et parce que voilà, on se prête des trucs, voilà. La manière dont des familles, par exemple, doivent aller se présenter au forum aujourd'hui, où parfois elles se trouvent, des mamans notamment seules, on en parlera tout à l'heure, avec des jeunes enfants en bas âge, et qui se sont vus faire l'affront par une personne qui leur dit « mais enfin, comment voulez-vous faire la preuve que vous êtes capable de trouver un travail puisque vous n'avez même pas été capable de caser vos enfants pour venir vous présenter ici chez moi ». Ça, c'est pas rare du tout, qui explique comment elle juge de subterfuge avec des amis qui attendent devant la porte et des trucs comme ça, mais c'est des pis-aller parce qu'elles n'ont pas la réponse. Elles n'ont pas la possibilité de déposer leurs enfants ailleurs, etc., pour s'en sortir. Donc je pense qu'une des choses à retenir dans la lutte des familles, c'est que beaucoup d'entre elles font le mieux possible avec les richesses dont elles disposent pour, de façon invisible, essayer de répondre aux exigences de la société qui est en face d'elles. Et donc je pense que même quand les familles viennent vers une halte accueil, une crèche, un service de la petite enfance et tout ça, elles essayent de faire le mieux possible avec les richesses dont elles disposent. Mais ce mieux possible-là, très souvent, pas toujours, mais très souvent, elles sont conscientes que c'est insuffisant, parce que d'abord ça l'est pour elles, elles sont insatisfaites de ce qu'elles arrivent à produire, mais c'est quand même le mieux possible qu'elles ont pu faire. Et très souvent, leur mieux possible n'est pas satisfaisant pour l'interlocuteur en face, qui va très souvent leur renvoyer « c'est à cette heure-ci que vous venez, c'est de cette façon-là que vous venez, c'est seulement avec ça que vous venez, mais vous n'avez pas encore compris la règle, mais vous devriez savoir qu'il faut être à l'heure, mais on vous avait déjà dit d'apporter ça et plus ça, etc. etc. » Et donc, plutôt que d'être entendues sur le mieux possible qu'elles sont en train de faire et de dire « ah ben, on va partir de là avec vous », souvent, elles s'entendent dire « et vous n'avez encore fait que ça, quoi ». Qui est camouflé et qui est dans le dos. Donc, première chose, souvent elles sont combatives. Mais je redis, la combativité, quand on part de très peu, elle ne peut avoir que la force du très peu. Et ça, on ne peut pas le reprocher aux gens. On doit juste se dire, on part du très peu avec eux pour voir comment on construit. Sans quoi, on les met dans une situation qui n'est pas la réalité. Si on leur demande de partir de ce qu'elles n'ont pas, elles partent de ce qu'elles ont, les richesses qui leur restent et qui sont leur potentiel. La deuxième chose, c'est que souvent, des familles vont être dans la combativité pour s'en tirer, mais dans la débrouille, et parfois dans la débrouille qui flirte avec les règles, avec les limites, etc., etc., mais qui est une forme d'intelligence de survie, parce qu'on doit d'abord vivre et essayer de continuer à être en vie, et d'être en vie avec ses enfants. Un phénomène de débrouille classique aujourd'hui, et qui, aux yeux du réseau Wallon, ne devrait plus être qualifié comme de la fraude. Vous le savez, on est dans une société où les droits ne sont pas individualisés,
Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais donc, quand on a le statut de cohabitant, les revenus du chômage, les revenus d'intégration sociale, les revenus d'invalidité, tout ça diminue fortement. Hein. Donc si une personne qui est au chômage vit avec quelqu'un qui travaille, ben son allocation de chômage va être réduite très très fortement, au CPS aussi, etc. Et donc aujourd'hui, on a des personnes qui vont se déclarer vivant à 2 adresses différentes, alors que dans le fond, ben, elles vivent à une des 2 adresses ensemble, pour essayer de garder des allocations maximum. Alors un certain nombre d'entre nous dans la société diront c'est dégoûtant, c'est tricher, puisqu'elle triche avec la loi, c'est vrai, elle triche avec la loi, et que c'est de l'argent public. Et c'est vrai, c'est de l'argent public. Le problème, c'est que normalement, des dirigeants, ils dirigent un État dans l'intérêt de sa population. Et aujourd'hui, les allocations qu'on reçoit au chômage, au CPS, etc., elles sont très basses. Et d'autre part, ce statut de cohabitant, ben, je veux dire, il affaiblit ceux qui le sont déjà. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un, et ça se passe souvent aujourd'hui, de dire à 3 jeunes, par exemple, qui ont fait des études, qui ont la chance d'avoir trouvé un emploi, mais qui sont au début, et qui se disent on va louer un appart ensemble ou une petite maison ensemble pendant quelques années, et donc on divise le loyer, on divise l'électricité, etc., etc., parce que ça va nous permettre soit de vivre un peu mieux, soit d'économiser un peu, soit pour l'un de pouvoir racheter une petite voiture parce qu'il va devoir se déplacer aussi en voiture pour travailler, etc. Je pense qu'il ne viendra à l'idée à personne, en tout cas il ne vient pas à l'idée à l'État de le faire, de dire on va leur reprendre un morceau de leurs revenus puisqu'ils vivent ensemble à la même adresse, et donc ils font des économies d'échelle. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, c'est plutôt quelque chose qui est vu comme positif, parce qu'on dit, regarde un peu les jeunes, ils se débrouillent, ça va être valorisé, quoi. Ils se mettent ensemble, ils font des efforts, ils se débrouillent, ça va leur permettre d'économiser, etc. En plus, le logement manque, donc ils reviennent à des formes plus collectives, etc. Mais vous prenez 3 jeunes au chômage qui vont faire la même chose, ils sont dans le jus, hein. Ils sont dans le jus parce qu'ils vont avoir chacun 4, 5, peut-être 600 €, suivant de où ils démarrent. Hein. Et donc, l'économie d'échelle est déjà foutue avant de commencer, quoi, je veux dire. Hein. Ils ne vont pas pouvoir, eux, mettre un peu de côté tout ça, ça va juste servir à vivoter ensemble. Alors qu'ils devraient être vraiment soutenus. Donc, c'est des législations qui devraient changer. On n'est pas les seuls à le dire, il y en a beaucoup qui le disent, et on est content d'entendre qu'un certain nombre de partis politiques, maintenant il faudra qu'ils passent de la parole aux actes, s'ils prennent le pouvoir, reprennent ça à leur agenda. Mais je dis ça parce que la débrouille de survie des ménages, ça passe par des choses comme celle-là. Et il y a des parents, évidemment, qui passent par des choses comme celle-là, dans la débrouille de survie. Et c'est parfois, dans cette inventivité de survie, de flirter avec des choses. Alors c'est parfois des choses bien plus basiques que celles que je viens de donner. Régulièrement, nous, on a aussi des témoignages de personnes qui nous disent nous, on est bien obligés d'aller au colis alimentaire, mais on a trouvé, nous, on s'organise à 2, 3, et ils ont bien raison, je pense. Il y en a un qui va chercher le colis alimentaire à tel endroit, qui est distribué de cette façon-là. Il y en a un autre qui va dans un 2e et un autre qui va dans un 3e, qui ne sont parfois pas nécessairement correspondants à leurs adresses, etc., etc. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, en allant dans les 3 lieux, ils arrivent à trouver dans les colis, parce qu'ils ont pu repérer, des choses différentes qui font que peut-être, dans les meilleurs des cas, en mélangeant les 3 colis, ils savent faire un repas complet. Parce qu'il est quand même très très fréquent que dans les colis alimentaires, on ait un peu toujours les mêmes types de produits. Alors heureusement, il y a des choses qui progressent par rapport à ça, il y a des évolutions, il y a de temps en temps des produits frais, tout ça, mais majoritairement. Alors, est-ce que c'est de la triche ou est-ce que c'est de nouveau de l'intelligence pour arriver à s'en sortir ? Est-ce qu'il vaut mieux stocker les paquets de farine, les boîtes de riz au lait, les paquets de sucre et les paquets de pâtes, mais en n'ayant pas de quoi faire une sauce, presque jamais de la viande, etc., ou bien de s'organiser de cette façon-là ? Est-ce que c'est les personnes qui sont en défaut ou est-ce qu'on est dans une société qui nous conduit et qui conduit certains à devoir développer des comportements pour se débrouiller de cette façon-là ? Voilà, donc, mais cette débrouille, est-ce qu'elle est criminelle ou est-ce qu'elle montre encore la force de la combativité des gens pour s'en tirer ? Alors nous, on décide de dire qu'on la voit sous la force de la combativité des gens pour s'en tirer, parce qu'il faut aussi de l'énergie pour organiser tout ça.
C'est pas si simple, quoi. Jouer avec une fausse adresse domiciliaire, c'est aller relever la boîte aux lettres, avoir peur d'avoir une visite domiciliaire, hein, avoir peur qu'un enfant parle à l'école, hein, et qu'on soit donné par son voisin, s'organiser pour ne jamais avoir de conflit, si possible, avec un voisin ou quelqu'un de la famille, parce qu'on ne sait jamais, on pourrait être dénoncé. Enfin, c'est très compliqué tout ça, hein, c'est pas de tourpeau, quoi. C'est quelque chose qui occupe l'esprit. Donc, pour nous, c'est une force. Donc l'invisible, c'est une combativité. La débrouille, c'est une combativité. Il y a une militante qui nous disait, être dans la pauvreté, c'est sans repos, c'est l'intelligence à temps plein. Alors elle disait, c'est l'intelligence à temps plein parce qu'il faut toujours inventer avec ce qu'on n'a pas. Et donc c'est certains qui racontent comment, avec du riz ou des pâtes, on agrémente d'un jour à l'autre pour donner l'impression aux enfants que d'un jour à l'autre, ils mangent un autre plat, quoi, ou un autre repas. Hein, c'est pas ça. Mais c'est aussi l'inventivité en se disant qu'est-ce que je vais faire comme repas si j'ai à la fois à la maison des petits-enfants, mais surtout 2-3 adolescents par exemple, qui ont faim, pour que ça les cale et qu'ils n'aient pas envie d'aller ouvrir la porte du frigo, parce que s'ils vont chercher dans le frigo, moi j'ai pas un budget qui me permet de remplir le frigo. Quand on a la chance d'avoir une vie où, ma foi, dans le frigo, il y a un peu de réserve, il y a un peu de tout, que dans le tiroir, il y a du chocolat, que dans l'armoire, il y a un paquet de chips, et que dans un panier, il y a des mandarines et des pommes, bon, si le repas était un peu frugal, on va poigner, on va manger une mandarine, une pomme, ou une barre de chocolat, ou un paquet de chips au pickle, ça, n'importe. Hein, je vous dis ça parce que c'est ce que j'aime bien. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va pas grever le budget, tout ça. Sauf qu'il y a des familles où c'est le repas et rien d'autre, parce que le reste, c'est compté pour le lendemain. Et donc, c'est une maman qui nous dit, mais moi, il n'y a rien à faire. Hein. Quand on me dit les théories, il faut faire une bonne soupe avec des légumes et des fruits, etc. Elle dit, moi, j'ai pas le budget pour acheter et les légumes et les fruits et des trucs qui vont caler l'estomac de mes adolescents. Dans ce cas-là, elle parlait des adolescents. Donc, je prends les trucs qui vont caler l'estomac de l'adolescent. Donc elle me dit, moi j'achète le haché, le meilleur marché possible, des pommes de terre, de quoi faire une sauce bien lourde, ils mangent ça à midi, ils n'ont plus besoin de rien jusqu'au soir, quoi. C'est calé. Mais c'est ça la débrouille de survie aussi, et l'intelligence, c'est réfléchir à des choses comme ça, quoi, hein. C'est exactement comme la boîte de Kellogg, c'est la boîte de lait à côté de la tartine blanche et du choco, quoi, hein. C'est pas... voilà. Alors... je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Dans la combativité, il y a essayer d'avoir l'air le plus possible comme tout le monde. Voilà. L'apparence extérieure, la façade, le comment on se présente. Alors, c'est pas simple, hein, et c'est pas tout le temps, et c'est pas toujours, et c'est pas tout le monde. Mais quand même, essayer d'être le plus comme tout le monde. Alors, une manière d'essayer d'être le plus comme tout le monde qui se retourne contre les gens, c'est quand on a l'impression qu'on n'est pas comme tout le monde, ou qu'on se dit, ça se voit que je n'ai pas les moyens, je le porte sur moi, ou sur mon physique, ou sur l'évolution de mon physique, etc. C'est alors d'essayer de se rendre le plus invisible possible, dans ce cas-là, donc physiquement invisible. Je ne vais pas trop parler, je vais déposer et partir le plus vite possible, hein, je vais pas essayer qu'on me regarde, je ne vais pas me mettre au centre de la pièce, hein, je vais plutôt sortir par la petite porte, etc., etc. Donc ce sont des moyens de défense pour les gens, mais c'est aussi la manière qu'ils trouvent de tenir pour parfois aller fréquenter un milieu qui leur fait peur. Ça peut être aller déposer un bébé, ça peut être fréquenter un lieu d'accueil, etc. Mais où ils vont avoir une attitude furtive, ou même essayer de s'organiser pour que ce soit le moins souvent possible que ce soit eux qui déposent l'enfant ou le bébé, etc., etc. Alors l'attitude furtive, c'est est-ce qu'ils ne s'intéressent pas du tout à leurs enfants? Ou bien est-ce que ça peut être ça aussi, de se dire j'entre dans quelque chose qui n'a pas l'air d'être mon milieu, ou en tout cas par rapport auquel je ne me sens pas en phase, par qui je suis, ce que je porte, l'apparence que j'ai, etc. Donc il faut que j'y touche, mais pas trop, quoi. Donc j'entre et je sors, quoi. Mais je pense qu'on peut avoir plein d'exemples dans notre tête qui nous concernent nous-mêmes, hein. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des apparences furtives. Moi, ça m'arrive encore régulièrement. Avec le métier que je fais, parfois, je suis obligée d'aller fréquenter des lieux un peu
avec lesquels je n'ai rien à voir dans mon histoire et dans mon origine personnelle, qui sont parfois guéadés, qui sont parfois ceci, tout ça, je peux vous dire que l'attitude furtive, je la pratique encore. Hein, moi. Me mettre à la table la plus éloignée, m'arranger pour serrer les mains à tout qui il faut, et puis me dire je reste le moins longtemps possible parce que je ne m'y sens pas bien, etc. etc. Donc on a des choses comme ça. Évidemment, quand on est dans des attitudes comme ça par rapport à des choses beaucoup plus banales de la vie, banales dans le sens noble du terme, hein, déposer des enfants, fréquenter un lieu scolaire, donc des choses qui devraient être plus habituelles. Moi ce que je vous parle, c'est un décalage de classe sociale en quelque sorte, un écart dans le monde des richesses et de leur apparence. Donc c'est encore plus prégnant. Alors les gens aussi qui sont dans la pauvreté, une des choses aussi qui est très importante pour eux, c'est qu'ils doivent gérer tout le temps la frustration. Donc ils doivent tout le temps être dans un ajustement dans leur tête, et ça fragilise, ça affaiblit aussi, etc. Je n'aurai pas ça, je ne saurais pas accéder à ça, ça c'est pas fait pour moi, je ne me sens pas ou je ne me reconnais pas assez intelligent pour ça, je ne suis pas à la bonne place, etc. Et donc comment je gère la frustration de fréquenter une société dans laquelle j'ai un peu l'impression d'être une pièce rapportée, d'être un peu de trop, d'être toujours en défaut, de ne jamais être à la bonne place de la bonne façon, de ne pas savoir négocier le tournant comme il faut, enfin voilà, d'être à côté. Et il faut la gérer en permanence, cette frustration-là, parce qu'il n'y a pas nécessairement un désir de fonctionner comme ça. Mais il y a une réalité d'existence de la vie qui fait que c'est mon mode de fonctionnement, je le confronte à d'autres, mais si j'ai un renvoi qui est de me dire t'es dans cette catégorie-là, comment je la gère, comment je fais avec ça, comment ça me touche, comment ça me touche pas, comment ça se muse, comment ça ne muse pas. Un autre élément par rapport à la situation de pauvreté, c'est est-ce qu'elle est passagère, cette pauvreté, est-ce qu'elle est momentanée ou est-ce qu'elle existe depuis des années? Est-ce qu'elle existait déjà chez mes parents, chez mes grands-parents? Est-ce que je vais la traverser pendant 3 mois, 6 mois, et puis je serai que ça sera réglé, que ça sera derrière? Ou est-ce que ça va recommencer tous les mois? Alors, si on parle des personnes chez qui ça recommence tous les mois, il faut tenir. Il faut tenir. Et donc, tenir, c'est parfois aussi s'endurcir. Et donc, c'est parfois aussi développer des certitudes qui font que finalement, les conditions dans lesquelles je vis, elles ne sont peut-être pas si... C'est celles-là, quoi. Il faut que je les adopte. Elles ne sont peut-être pas si mauvaises que ça. Parce que je vais essayer de m'obliger à ne pas avoir mal tous les jours en me levant, de me dire tiens, je ne saurais pas faire le mieux possible pour mes enfants, tiens, le logement, je vais le garder, je ne vais pas le garder, je ne vais pas savoir l'améliorer, etc. Tiens, le chauffage, je vais savoir le mettre. Donc à un moment donné, on finit par intégrer que le trop peu est devenu le mode de vie et que ce mode de vie est devenu notre référence. Et donc là, on s'appauvrit encore plus, parce que là, on s'installe, j'ai envie de dire, dans le trop peu comme la norme. Et donc, on mange ses ressources à tenir dans le trop peu. Et on rumine à l'intérieur de ça. Et c'est comme ça qu'on peut voir aussi, enfin, c'est pas que pour ça, mais c'est aussi comme ça qu'on peut voir des familles qui tombent dans une très grande désaffiliation sociale, à laquelle on ne comprend plus rien. On se dit, mais enfin, comment ça se fait qu'une famille peut s'être laissée aller à, par exemple, aussi peu d'hygiène? Comment ça se fait que les sacs poubelles vont traîner dans la cuisine? Comment ça se fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sentent mauvais? Comment ça se fait qu'on perd même le bon langage? Vous avez peut-être déjà fréquenté des familles, je ne parle pas là de personnes d'origine étrangère, je parle de personnes francophones qui on a une perte même de la qualité du langage, etc. Mais parce qu'à un moment donné, il y a une forme d'estompement d'une norme. Alors, quelle norme? Mais il y a une forme, en tout cas, comment je vais dire ça, de redéfinition d'une norme qui correspond à ce dans quoi on est, parce qu'il faut tenir. Et donc, il y a un seuil de tolérance à la vie dans le trop peu qui grandit en quelque sorte. On supporte de mieux en mieux, et on ne va pas critiquer ce qu'on supporte puisque c'est tout ce qui nous reste.
Si je prends l'exemple, pour vous expliquer ça, avec des personnes, par exemple, qui ont, à un moment donné dans leur vie, ou qui, encore aujourd'hui, vont vivre, par exemple, en caravane, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre logement, dans un camping ou quoi, je parle de ça parce que je connais fort bien la question, pour avoir travaillé beaucoup avec les gens, il y a des personnes qui défendent bec et ongle la caravane dans laquelle ils vivent, comme le bonheur absolu, ce dans quoi ils sont le mieux, ce qu'ils ont toujours voulu. Et pour certaines d'entre elles, c'est tout à fait vrai. Et pour toute une partie d'entre elles, en fait, elles défendent ce qu'elles sont encore arrivées à construire et ce qu'il leur reste. Même si cette caravane, c'est pas du tout l'idéal, et dans le fond, si elles pouvaient changer de conditions, c'est ça qu'elles souhaiteraient, mais elles ne vont pas se mettre à critiquer la seule chose qu'elles maîtrisent encore, qu'elles ont encore, qu'elles possèdent encore. Et ça, c'est parfois troublant, hein, des familles qui, même dans une maison, sont dans grande désaffiliation sociale et elles ne vont évidemment pas dire « mais tout ce qu'est ma vie ici aujourd'hui est mauvais », puisque c'est celle qu'elles savent encore faire et tenir. Évidemment, les professionnels en face, je comprends bien le trouble. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment est-ce qu'on touche à ça ? Peut-être qu'un des leviers, c'est de se dire « eh bien, la personne, elle est encore là-dedans et ça, elle le maîtrise. Parlons de ce qu'elle maîtrise. » Et reconnaissons-lui ce qu'elle maîtrise encore. Vous allez me dire, parfois, c'est reconnaître du très, très, très peu. Voire du... Est-ce qu'on peut même reconnaître ça ? Mais en même temps, si on ne leur reconnaît pas ça, c'est comme si on leur retirait tout ce qu'elles sont. Puisque c'est à travers ça qu'elles sont aujourd'hui. Donc, c'est malgré tout un poids d'appui et une force. Vous allez me dire, c'est particulier de dire ça, mais c'est malgré tout un poids d'appui et une force. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on fait quelque chose avec ça ? Alors, autre élément que je voulais vous dire par rapport à la pauvreté, puis j'avance tout doucement sur le reste, c'est une des choses qui frappe souvent les personnes qui fréquentent le réseau, mais qui sont dans la pauvreté, c'est ce sentiment, mais je crois que c'est une réalité, plus qu'un sentiment, dans les faits c'est une réalité, que les gens qui ne sont pas concernés par la pauvreté parlent des pauvres comme une grosse masse informe. C'est les pauvres. Et les pauvres, c'est tous les mêmes. C'est un peu comme si on disait dans ma rue, moi je suis comme je suis, donc tous les gens de ma rue sont comme moi. Ben non, voilà. Mais il y a un peu dans notre société aujourd'hui, on parle de la pauvreté, on dit ah les pauvres, et les pauvres ils ont ce type de comportement-là, et les pauvres ils réagissent comme ça, et les pauvres ils consomment comme ça, et les pauvres ils sont dans l'excès comme ça, ou dans etc. etc. Et une des choses qui est importante dans la manière d'appréhender la pauvreté, c'est de se dire que il y a les causes qui sont à l'origine de la pauvreté, pour une très grande partie, sont un peu les mêmes pour tout le monde. C'est la perte de droits organisés par la société, mais ça peut être aussi un accident de la vie, un désœuvrement personnel, une séparation qui tourne mal, une perte de métier subite qui fait qu'on ne s'y retrouve plus, un décès mal assimilé ajouté à une séparation, etc. etc. Des dépenses excessives pour une partie des personnes. Je voudrais dire par rapport à ça que, par exemple, pour dire qu'il y a des représentations, des stigmatisations à déconstruire, parmi les ménages surendettés en Wallonie, puisque le surendettement est relativement important, 8% des ménages seulement sont estimés en état d'endettement pour des raisons de surconsommation et d'addiction à la consommation. 8%. Les autres raisons de surendettement sont liées à une perte d'emploi avec une maison qu'il y avait à payer et par exemple une séparation, et donc boum, il y a à assumer des traites, etc. Elles sont liées par exemple au fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui doivent avoir recours à une carte de crédit pour pouvoir faire des achats alimentaires.
à la fin du mois. Je ne parle pas de superflu, je parle vraiment d'achat alimentaire. On voit il y a une explosion de ça, de personnes qui jouent avec la carte de crédit, quoi. Idem avec les cartes de crédit en banque pour ceux qui peuvent encore descendre. Il y a des gens qui maintenant descendent, remontent tout juste, descendent, remontent tout juste, etc. C'est beaucoup de monde, ça, c'est beaucoup de monde, des gens qui travaillent ou des gens qui ne travaillent pas, etc. Donc la représentation de l'endettement, alors oui, il y a des gens aussi qui sont endettés parce qu'ils ne savent se retenir en rien, parce qu'ils surconsomment, etc. Et il faut s'intéresser à eux, il faut qu'il y ait des services particuliers par rapport à eux. Mais la majorité, la plus grande partie de l'endettement est due à beaucoup d'autres raisons par rapport à ça. Et donc, c'est important de se dire, quand on parle de la pauvreté, de se dire on a une diversité, par contre, de manières de réagir à la pauvreté. Dans les familles, la manière dont on appréhende la vie dans le trop-peu va être différente et variable, notamment, entre autres, pas seulement, mais notamment, entre autres, compte tenu des autres formes de richesse que la richesse financière. Est-ce qu'on a confiance en soi ? Il y a des gens qui tombent dans un dénuement important, mais qui sont, par exemple, des personnalités fortes, qui ont confiance en elles, qui vont oser aller frapper à toutes les portes, qui vont, etc., etc. Et peut-être que ça va aider à tenir et à s'en sortir. Ou au contraire, on n'a pas confiance en soi. Est-ce qu'on a des relations ? Est-ce que... Donc, tout ça est variable, et donc c'est important de se dire il n'y a pas une masse informe, mais il y a toutes sortes de pauvreté. La deuxième chose, c'est que je voudrais partager avec vous, c'est que souvent on demande aux gens qui sont dans la pauvreté d'être plus vertueux, plus performants et meilleurs que les autres. Parce qu'au nom du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, etc., eux, il faudrait qu'ils sachent toujours bien compter sans jamais se tromper, parce qu'ils ne peuvent pas, de toute façon. S'ils se trompent une fois, c'est un drame. Celui qui a plus d'argent, il peut se tromper de temps en temps. Il faudrait qu'ils soient hyper résistants à toute la publicité. Je parlais des marchés de Noël tout à l'heure, parce que c'est d'époque, mais parlons des publicités et tout ça. Quand d'autres ne sont pas résistants nécessairement à la publicité. Alors la résistance à la publicité, c'est pas qu'une question de portefeuille, c'est dans quel état d'esprit on est, comment on se sent, comment on a besoin de compenser, comment on a besoin de ressembler aux autres, parce qu'on est un peu plus sujet à la tentation, d'autres sont moins sujets à la tentation, etc. Mais c'est compliqué, évidemment, quand on est dans le trop peu. On doit voilà. Et donc, je disais tout à l'heure, il faut remplir beaucoup de papiers, on doit être plus en ordre que les autres encore, parce qu'on va devoir prouver qu'on mérite d'être aidé, d'être accompagné, etc. Donc souvent les gens doivent être, ils sont plus pressés, ils sont plus pressurisés que celui qui a plus de latitude. Celui qui a plus de latitude, il pourra réparer. Il pourra payer les intérêts de retard s'il est un peu en retard. Il pourra acheter un truc dans un grand magasin en se disant bon, j'aurais perdu ce mois-ci, mais c'est pas grave, le mois prochain, quoi. Donc, quand il y a de la souplesse, etc., c'est plus facile. Or, on a tendance toujours dans notre société à imposer aux gens ces choses-là. Et puis, alors, un dernier élément dans ce sens-là, c'est que par rapport à la pauvreté, souvent, celui qui est en face pense qu'il sait mieux que la personne qui est dans la pauvreté. On va très souvent se dire que... c'est peut-être d'abord un conseil qu'on va donner, peut-être que quand même, oui, on sait mieux, on va parler plutôt que donner la parole à et écouter la personne en situation de pauvreté. Mais ça, c'est aussi parce que parfois, on crée inconsciemment dans sa tête un peu une liaison entre pauvreté, manque d'intelligence, n'a pas été capable de se débrouiller, a fait les choses de travers, etc., etc. Et donc, comment fait-on en se disant, écoutons d'abord ce qu'elle a à dire, et écoutons d'abord le positif qu'elle a à dire. Vous savez, c'est le même truc qu'à l'école quand on... Enfin, j'espère que tous les enseignants disent ça maintenant, quand on lit un texte avec des fautes d'orthographe et que c'est un enfant qui fait beaucoup de fautes, est-ce qu'au Xème texte, on va lui dire « t'as encore fait 15 fautes » ou bien on va lui dire « allez, aujourd'hui tu n'en as fait que 15 ». La fois d'avant, tu en as fait 18. Aujourd'hui, tu es en méforme, voilà que tu as reculé. Mais voilà. Donc, comment est-ce qu'on le prend à la positive ? Donc, autrement dit, comment est-ce qu'on permet aux personnes de se dire elles-mêmes ? Alors, dans tout ça, vous êtes dans les milieux d'accueil. Est-ce que les milieux d'accueil peuvent être contributeurs au fait de ne pas renforcer des violences à destination des familles, mais au contraire, de les réduire, de les diminuer ? Et en tout cas, est-ce que les milieux d'accueil peuvent
se dire j'ai aussi un rôle à jouer pour que dans l'organisation de notre milieu d'accueil, on réfléchisse à ce que la forme d'organisation, la manière dont on accueille, la manière dont on rencontre les parents, etc., ces manières-là vont tenter d'éliminer tout ce qui pourrait mettre de l'eau au moulin à ce qui ajouterait à la blessure, à la honte, à la dépossession, au fait de partir sur les disqualifications plutôt que les qualifications. Comment est-ce qu'on peut s'organiser mieux encore, plus encore, je suis certaine que c'est fait et que vous essayez de le faire évidemment en priorité, mais pour éviter que l'organisation que nous sommes, parce que par définition toutes les organisations peuvent potentiellement dans leur manière de se mettre en place être porteuses d'éléments violents pour certains, je mets des guillemets à violents, ça dépend ce qu'on met derrière. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour essayer d'éliminer au maximum tout ça? Alors, je viens de dire quelques trucs et je terminerai là-dessus. Ce sera ma conclusion en me disant, tiens, plutôt que de partir de ce qu'on estime que des parents devraient faire avec leurs enfants ou devraient faire avec nous, milieu d'accueil, a priori, comme s'ils étaient tous dans un cadre et des règles d'organisation de vie familiale et de conditions d'existence les mêmes, eh bien, comment peut-on se donner les moyens d'écouter les parents sur ce qu'ils ont à nous dire, de leur possible à eux, au moment où ils sont là en face de nous, pour qu'on parte de là? Vous allez me dire, c'est très facile de dire ça, il y a plusieurs enfants, je suis bien consciente, mais c'est simplement de se dire, est-ce qu'on se met en mouvement, ce que vous faites sans doute déjà, pour se poser la question de cette aversion-là? Comment est-ce que je parle le plus possible de ce qu'ils sont capables de faire compte tenu des richesses dont ils disposent encore et dont ils ne m'ont peut-être pas mis au courant, donc comment est-ce que je sais créer la confiance qui fait qu'ils vont livrer quelque chose d'eux pour partir de là? Et donc, l'écoute, la confiance et se dire qu'il y a toujours du potentiel. C'est peut-être des clés pour réfléchir comment faire. Alors, je pense qu'un autre élément qui est vraiment important pour essayer d'éliminer des éléments de violence institutionnelle, pour peu qu'il y en ait à partir des milieux d'accueil, c'est aussi de se poser la question de ses propres limites à soi, dans la manière dont on se reconnaît dans la vie, parce qu'on a aussi un trajet de vie soi, on peut vivre soit des difficultés, on peut parfois ne pas être dans de meilleures conditions d'existence matérielle, etc., que les enfants et les familles qui fréquentent le lieu. C'est quoi mes questions et mes limites par rapport à ça, et à quel endroit je peux le déposer dans l'équipe, comment on peut en discuter, etc., pour voir comment on peut les travailler. Les travailler soit pour avoir la possibilité de les dépasser, les travailler soit pour les reconnaître dans une équipe, dans l'entre-soi, pour voir qui peut apporter quoi à quel moment de façon complémentaire, parce qu'on est peut-être parfois à des moments dans sa vie où on n'est pas capable de dépasser certaines limites par rapport à la réalité à laquelle on est confronté, mais en tout cas ne pas avoir peur de les nommer, parce que c'est normal d'avoir des limites, et ne pas les identifier et les reconnaître, c'est s'interdire de travailler dessus. Et c'est ne pas s'offrir la perspective et la possibilité de pouvoir le mettre en avant. Un autre élément de réflexion que je vais partager avec vous, c'est comment sortir du « il n'y a qu'à parce que moi je l'ai bien fait ». On peut être en face de parents qui sont en grande difficulté et se dire oui mais enfin moi j'ai été aussi en grande difficulté, je le suis encore, et pourtant je le fais bien et pourtant j'applique bien les règles, et pourtant je respecte bien le système, etc. Alors ça peut être choquant effectivement quand soi-même on a comme ça dépassé des obstacles, ou bien à la force du poignet on trouve des pistes et des solutions pour soi. Mais je pense que toujours se remettre dans la tête qu'il est possible que si les personnes bénéficiaient des mêmes richesses que vous, probablement que pour la majorité d'entre elles, elles seraient dans les mêmes types d'étapes que vous et de réactions que vous. Donc, ne pas aller transposer sur l'autre, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe pour l'autre, ou que le sac à dos n'est de toute façon pas ni rempli ni organisé de la même façon. Donc c'est vraiment ne pas transposer la manière dont soit on porte, on transcende, on dépasse, on règle,
sur l'autre en se disant, puisque je l'ai bien fait, c'est pas si simple, il n'y a qu'à le faire. Autre élément, c'est la question de la norme. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut avoir des familles où la tolérance à la vie dans le trop-peu est devenue très grande. Autrement dit, il y a une forme d'estompement de la norme dans le sens de comment quand même qualitativement être dans une vie meilleure, quoi. Hein, mais donc s'habituer à vivre vraiment dans le trop-peu. Donc, comment permettre de nommer que les gens, ça représente leur vie, ce trop-peu qu'ils sont en train de présenter. Et donc de le reconnaître comme une potentialité, et là je me répète un peu parce que je pense que je l'ai déjà dit. Voilà, je voulais partager des choses comme ça et simplement dire que je pense que la majorité des familles, en tout cas nous qu'on rencontre, elles ont toujours un grand espoir, je pense, dans la relation aux institutions qui s'occupent des enfants. Parce que pour une partie d'entre elles, soit elles se reconnaissent déjà comme incompétentes, ce qui est dommage, hein, mais elles ont parfois déjà été qualifiées ou disqualifiées dans l'intrafamilial par d'autres services, etc. Et pourtant, elles mettent toujours de l'espoir. Après, elles ont très peur en même temps des milieux d'accueil pour certaines d'entre elles. Alors, soit elles ont très peur pour avoir connu, elles, une histoire personnelle qui a pu passer par des institutions, etc. Et donc, il y a le fantasme de la peur, de l'hyper-contrôle dans l'intrusion dans la vie privée qui pourrait conduire à des décisions qui concernent leurs enfants qu'elles ne voudraient pas. Et pourtant, il y a des familles qui parfois sont emmenées dans un trajet partant de leur potentialité vers des trajets qu'elles n'auraient pas voulu et qu'elles acceptent à un moment donné, mais pas comme une résignation, parce qu'elles envoient les fils constructifs pour leur enfant et pour elles. Donc c'est comment on arrive à jouer avec ça. Et puis, il y a aussi malheureusement, et c'est pas anormal, mais c'est vrai pour tout dans la société, que se colportent beaucoup plus souvent les expériences négatives que les expériences positives. Et donc moi j'ai toujours tendance à dire à tous les milieux professionnels, toutes les réussites positives, il faut les raconter, il faut les cultiver. Alors pas comme la recette, hein, je ne dis pas comme le copier-coller de ça a marché avec telle famille, donc paf, ça va marcher avec telle famille. Mais pour répandre de la confiance parmi les milieux en grande désaffiliation sociale et de la pauvreté, dans le fait que l'institution, le halte accueil, la crèche, etc., n'est pas nécessairement un ennemi. Et beaucoup moins souvent qu'on ne le pense, un ennemi plutôt qu'un allié potentiel. Mais évidemment, ce qui va se colporter souvent, et notamment entre familles, c'est la mauvaise expérience qui est racontée, re-racontée, etc., et qui pollue en quelque sorte le regard que les familles vont porter sur des milieux d'accueil liés aux enfants et qui va parfois créer une distance et faire qu'ils vont en faire moins usage qu'ils ne pourraient, etc. Après, il y a évidemment un élément qui, alors là, politique et structurel, hein, c'est comment on fait que les milieux d'accueil sont reconnus dans le monde politique comme étant des structures qu'il serait normal que n'importe quelle famille fréquente avec ses enfants, qu'elle travaille, qu'elle ne travaille pas, etc., pour permettre à une maman d'être une mère et une femme, tout en ayant la possibilité de régler notamment des problèmes liés à la pauvreté, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là.